Donc voilà, the scene is clear. On a vu les régulateurs. Donc maintenant, il faut qu'on réfléchisse avec les utilisateurs de tout cela. Hein, et on va commencer avec Laurent Guyot. Donc il est clair que, on l'a déjà dit dans le contexte, il n'y a pas de pression sur le funding, il y a de l'argent partout, et en particulier pour des grandes entreprises internationales comme Saint-Gobain, il n'y a pas de problème. Cependant, il faut quand même qu'on prévoie l'avenir, et même s'il n'y a pas de problème, il y a peut-être des grains de sable. Donc il serait quand même intéressant d'illustrer un petit peu la manière de préparer l'avenir, et on a parlé de l'intégration des marchés européens, et peut-être que ce n'est pas complètement intégré. Donc par exemple, si on prend le cas des corporate bonds, il y a des petits détails comme les conditions de rachat qui ne sont peut-être pas exactement les mêmes, mais qui peuvent créer des stratégies qui sont différentes. Autre sujet qui est important, et c'est la relation entre les corporates et les banques. Hein, donc les idées simples, c'est de dire on va faire autant de banques qu'il y a de fonctions, etc. Et puis peut-être qu'on peut utiliser des banques très très loin, puisqu'on est une global company. Donc si on prend des global banks qui sont situées un peu partout, pas forcément en Europe, c'est peut-être pas plus mal. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le concept de banque de proximité est important aussi pour une entreprise globale, internationale, hein, Laurent? Et clairement, je ne comprenais pas ce que vous vouliez dire tout à l'heure par le fait que j'appartenais à l'économie réelle. Ce concept m'est assez étranger. Je pense que mes voisins sont aussi dans l'économie réelle. Mais alors maintenant, j'ai à peu près compris. C'est vrai que moi, j'ai des choses pratiques et simples. Et j'ai un peu du mal à les raccorder à ce que j'ai entendu de Martin et de Steven. Parce qu'il faut qu'on se remette. Saint-Gobain, depuis 20 ans, 30 ans, a un accès, enfin depuis la libéralisation des marchés des capitaux dans les années début des années 80, a un accès aux capitaux qui est extrêmement facile. On ne peut pas dire qu'il y a pour nous le concept de marché européen. On est dans un marché mondial, on a accès à Londres, on peut émettre où on veut. Ce sujet n'est pas un sujet pour nous. Ce sujet est un sujet purement pour les entreprises plus petites. Et donc pour moi, les solutions dont j'ai entendu parler tout à l'heure, qui est d'accélérer l'intégration du marché européen et d'accélérer l'accès des PME aux investisseurs non bancaires en direct, qui va être une solution aux problèmes qu'on a connus par le passé, je suis prêt à y croire. Alors maintenant, je regarde ce qui s'est passé pour nous en 2008-2009. Dans un contexte où on avait accès à l'époque à tous les marchés internationaux, on avait accès à toutes les banques et tout le monde, et donc dans ce qui est le rêve de Martin et de Steven. En 2008, quand on a commencé à chercher à émettre en septembre 2008 et janvier 2009, parce qu'on était une entreprise qui était triple B, plus on a réussi à émettre à 8,25 à 5 ans. Aujourd'hui, on est à moins de 1 à 5 ans. Mais à l'époque, c'était 8,25. Et pour les sociétés qui étaient à l'époque des sociétés de taille équivalente sur le même marché de la construction, pour ne pas la citer, et qui avait le malheur d'être triple B-, c'est quand même investment grade juste en dessous, le marché des intermédiaires des investisseurs, il n'existait pas. Et les financements qui se sont faits à cette époque-là étaient des financements bancaires. Donc dire qu'on va résoudre le problème des financements de l'économie en désintermédiant, je ne pense pas que ce soit juste. Enfin, en tout cas, l'expérience passée récente nous montre que ce n'est pas toujours vrai. On va dire les choses plus modérément. Et l'autre sujet qui
qui répond un peu à la question de tout à l'heure, mais indirectement, et quand par ailleurs l'intégration bancaire européenne va être une autre solution, quand à la même période on a cherché à avoir une garantie bancaire pour la modeste somme de 1 milliard, ce qui à l'échelle de Saint-Gobain n'est pas non plus une garantie bancaire exceptionnelle, ce n'est pas un montant déraisonnable à l'échelle de notre taille. On a trouvé 3 banques qui nous ont fait et qui se sont séparées en 3 la garantie, Crédit Agricole, Société Générale et BNP. Alors vous voyez, c'est un marché européen intéressant puisque nous on est mondialisé, on a toutes les banques du monde. Aujourd'hui j'ai 24 banques qui viennent m'aider régulièrement, mais simplement en situation de crise, les 3 qui viennent me soutenir moi et qui viennent me soutenir dans un moment où moi j'en ai besoin, parce qu'aujourd'hui j'en ai pas besoin des banques, ce sont des banques françaises. Et donc je ne suis pas sûr que vos réponses soient totalement, enfin je ne suis pas sûr qu'elles soient totalement justes. Je suis prêt conceptuellement à comprendre ce que vous me dites, je suis prêt à l'accepter, et je pense qu'en 2006-2007 j'aurais même été convaincu. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal à l'accepter et un tout petit peu plus de mal à faire un chèque en blanc et à dire c'est ça la solution. Je pense que malheureusement, pour des raisons qui sont autres que juste des raisons d'efficacité des marchés, il y a encore une raison d'avoir des banques nationales, des banques, des marchés financiers organisés au plan national, alors qui doit être complémentaire, et là je vais aller plus dans votre sens. Clairement, aujourd'hui, moi je vais me financer, quand je fais une émission obligataire, je ne vais pas me financer sur la place de Paris, et j'en ai grande honte. Je vais me financer sur la place de Londres, et pour une simple raison, c'est que la réglementation à Londres est beaucoup plus simple que la réglementation à Paris, que j'ai fait mes émissions obligataires dans le passé à Londres, que si je veux faire un rachat sur ces souches et que j'ai une souche à Londres, une souche au Luxembourg, une souche à Paris et une souche ailleurs, le jour où j'émets ma documentation pour faire un rachat sur plusieurs souches, c'est juste le cauchemar pour moi et pour mes investisseurs. Donc là, il y a un côté historique qu'il faut résoudre dans le temps. Et puis après, quand je vais accessoirement discuter avec nos autorités de régulation pour lancer un processus de rachat, ça me prend un tout petit peu plus de temps et de travail, si bien que les doubles barrières de et l'histoire et la réglementation et la régulation un peu plus compliquées fait que nous avons continué à décider d'aller à Londres à ma plus grande honte. Alors, du coup, moi, j'aimerais bien, je tiens le même discours sur ces sujets. Il faut intégrer, il faut harmoniser, il faut simplifier. Mais je ne voudrais pas qu'on oublie dans ce mouvement d'harmonisation et d'uniformisation, de simplification, qu'après, on a une base qui est nationale et que, en les temps assez difficiles, c'est vrai qu'en 2007-2008, bizarrement, les banques espagnoles qui accompagnent le groupe depuis le 19e siècle, les banques allemandes qui accompagnent le groupe depuis le 19e siècle, les banques américaines, ça c'est beaucoup plus récent, elles étaient moins là. Elles étaient moins là pour nous soutenir et moins là pour soutenir le développement du groupe. Je veux dire, aujourd'hui, si on émet à 5 ans à 1%, c'est que tout le monde a l'air de considérer qu'on a une situation solide. Et l'entreprise elle a changé en 5 ans. Elle n'a pas changé au point de passer d'un extrême à l'autre. Et donc, vraiment, c'est sur ce point particulier que je voulais juste un peu réagir à vos 2 interventions qui, par ailleurs, m'ont fasciné.